parce que vous serez bon, le ressuscité. Alléluia. Bonjour, bonsoir, partout où vous vous trouvez. Je sais que pour beaucoup de ceux qui suivent Anglo-Congo, il fait tard. Pour ceux qui sont en Europe, pour ceux qui sont notamment en Afrique, mais aussi pour ceux qui sont en Amérique du Nord. Je sais qu'il fait tard, mais je suis contraint de faire cette émission en ce moment parce que j'ai d'autres occupations. Alors, très rapidement, nous allons nous lancer dans l'émission et aujourd'hui nous sommes le 4 juin 2020. Merci beaucoup, je vois beaucoup de likes. Ça me fait de la joie de retrouver par exemple Alphonse Yema qui me pressait, mais quand est-ce que nous aurons encore l'analyse? Voilà Alphonse Yema, je suis là, espérant que la communication, la technologie ne va pas nous trahir pendant cette émission. Il m'a dit qu'il est le premier nom, Alphonse Yema. Malheureusement, tu n'es pas le premier à te brancher aujourd'hui. Il y avait déjà quelqu'un d'autre qui t'a précédé. Et je vais te donner le nom tout de suite là. C'est Oscar Mutumbo Sosa. Voilà, qui s'est connecté le premier, suivi de Desmond Kastutu. Tu es troisième. Mais c'est pas mal. Il y a aussi Patti Madika qui s'est branché comme quatrième. Donc, je suis très content. Vous êtes tous des habitués d'Anglo-Congo. Alors, nous avons un seul sujet aujourd'hui, mais évidemment,
nous pourrons aborder d'autres sujets selon que vos questions vont nous pousser à faire cela. Procès Vital Kamerhe et consorts. Nous avons tous suivi les procès. Pour certains, c'est encore aujourd'hui. Pour d'autres, c'était hier. Pour mon cas, c'était hier. Je dois avouer que je n'ai pas suivi tous les procès parce que il faisait tard chez moi. Je dormais, je me réveillais. Alors, j'ai dû un peu me rattraper ce matin en posant des questions à quelques amis qui avaient suivi l'intégralité du procès. Et en lisant la presse aussi, voilà, donc je me suis fait une idée de ce qu'étaient les procès. Par exemple, quand le directeur intérimaire chargé des marchés publics était passé, juste au début là, quand il parlait des menaces, j'avais entendu, et après, j'étais dans un profond sommeil, mais j'ai pu lire ce qu'il a dit. Bitakwira, je l'ai suivi. Voilà, Vital Kamerhe, je l'ai suivi à une bonne partie. Donc, voilà, nous allons essayer un peu d'entrer dans ces procès, mais d'entrée de jeu, je fais cette analyse toujours dans le cadre de l'implication de ces procès sur le plan international. Parce que pour moi, ce qui donne plus de poids à ces procès, c'est le fait qu'il y a eu blanchiment d'argent et possiblement même financement du terrorisme. Voilà. Alors, pour cela, il y a un article que j'ai publié, ce n'est pas mon article, mais je faisais des recherches pour savoir qu'est-ce que la presse internationale pensait de ces procès. Voilà, je suis tombé sur un article que j'ai publié sur mon mail. Certains d'entre vous, j'ai vu que vous avez déjà commenté là-dessus. Nous allons lire cet article et nous allons aussi analyser les procès ensemble. Alors, voilà ce que dit l'article. L'article est écrit par M. Vincent Géoris. M. Vincent Géoris, quand vous allez sur le Twitter, vous allez voir que c'est un journaliste européen. Il s'occupe des affaires internationales, donc ce n'est pas Anglo-Congo, ce n'est pas un Congolais, doit probablement être un Belge, parce que le journal Echo, qui est très connu en Europe, hein, c'est un journal belge. Alors, M. Vincent Joris, lui-même écrit, il dit qu'il est journaliste de l'Union européenne qui s'occupe des affaires étrangères dans le journal Echo. Alors, monsieur a écrit un article, bon, il écrit beaucoup, hein, sur ces procès qui se passent en RDC, chez nous au Congo. Nous allons lire l'article. Et c'est des choses que je disais, hein, donc vous m'avez suivi parler de ça déjà avant. Nous allons lire l'article. L'ombre de la Maison Blanche pèse sur le procès Kamerhe en RDC. L'Écho, Vincent Joris, 3 juin 2020. Vital Kamerhe, le directeur des cabinets de Félix Tshisekedi, accusé d'avoir détourné plus de 50 millions de dollars, est emprisonné dans des conditions difficiles. Son procès a pris un détour étrange après la mort du président du tribunal. Le procès de Vital Kamerhe, le directeur du cabinet du président de la RDC, Félix Tshisekedi, a repris ce mercredi après l'assassinat récent du président du tribunal. Le climat est de plus en plus lourd sur cette affaire, alors que les États-Unis ont accru la pression sur le président Félix Tshisekedi pour qu'il nettoie le pays de la corruption. Ce sont leurs termes. Empoisonnement, corruption, procès spectacle, menaces de mort, des dollars comme s'il en pleuvait, tous les ingrédients d'un polar sulfuré sont réunis. Sauf qu'ici, la réalité rejoint la fiction
et enflamme la République démocratique du Congo, un des pays les plus pauvres du monde. La troisième audience du procès de Vital Kamerhe, le directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi, accusé de détournement de fonds, a repris ce mercredi. Donc, hier, pour ceux qui sont déjà jeudi, comme moi, mais c'est encore aujourd'hui pour d'autres. En plein air, dans l'enceinte de la prison de Makala à Kinshasa, plusieurs auditions de témoins étaient prévues lors de ce procès retransmis à la télévision nationale. L'atmosphère est lourde. Le juge Raphaël Yanni, président du tribunal du procès de 100 jours, est mort d'un arrêt cardiaque la nuit du 27 mai. L'autopsie des médecins légistes conclut à une mort non naturelle, vraisemblablement par empoisonnement. Une expertise internationale est requise pour identifier le poison. Le juge Yanni avait suspendu les audiences jusqu'au 3 juin pour délibérer sur la demande de libération conditionnelle de Vital Kamerhe. Le procès a repris son cours. Raphaël Yanni a été remplacé, Vital Kamerhe est toujours en prison. Les rumeurs sur les commanditaires de cet assassinat prolifèrent sur les réseaux sociaux. Les uns s'interrogent sur la responsabilité de Vital Kamerhe. Son parti, l'Union nationale pour le Congo, donc l'INC, a démenti cette thèse dans un communiqué. Les autres désignent de nombreux ennemis de Vital Kamerhe, soucieux de se débarrasser d'un juge trop favorable à l'accusé. Sa famille reçoit des menaces de mort, ils ont peur, ils n'osent plus bouger. Un proche de Vital Kamerhe, ça c'est le sous-titre, la famille dénonce les conditions d'emprisonnement. Vital Kamerhe va très mal, il a maigri de 8 kilos, il est enfermé avec des prisonniers atteints du Covid-19, dit un de ses proches. Sa femme Amida Chatour est sous surveillance policière, sa famille reçoit des menaces de mort, ils ont peur, ils n'osent plus bouger. Arrêté le 8 avril dernier, Vital Kamerhe est accusé d'avoir détourné plus de 50 millions de dollars dans le cadre des travaux des 100 jours décidés par le président Tshisekedi après son investiture en 2019. Deux accusés sont à ses côtés, dont l'homme d'affaires libanais Sami Jamal, patron de deux sociétés qui devraient livrer 4500 maisons préfabriquées à Kinshasa. Sous-titre « L'ombre de Washington ». Selon plusieurs sources, ce procès serait une opération main propre décidée par le président Tshisekedi sous la pression de la Maison-Blanche. Ces dernières années, les États-Unis ont accru leur influence sur la RDC, le pays le plus riche du monde en minéraux vitaux pour les nouvelles technologies, or, cobalt, étain, coltan et tungstène. Après l'élection de Félix Tshisekedi, Washington a libéré 600 millions de dollars pour consolider la transition politique. Après l'élection de Félix Tshisekedi, Washington a libéré 600 millions de dollars pour consolider la transition politique. En avril dernier, l'FMI a débloqué 363 millions pour soutenir la lutte contre le coronavirus. Fin mai, la Banque mondiale a versé à la RDC 445 millions de dollars pour la stabilisation du pays, impossible pour la vieille Europe et la Belgique de rivaliser. Washington a également renforcé sa présence militaire en Zambie, la frontière de la RDC sud-est. En échange de cette aide massive, Félix Tshisekedi a été sommé de mettre de l'ordre dans les affaires de la RDC. Un pays où la corruption est tentaculaire. Les États-Unis réclament aussi la tête d'Albert Yuma, le président de la puissante Gécamine, qui symbolise pour eux la corruption sous l'ancien régime du président Joseph Kabila. L'objectif est d'écarter Kamerhe du pouvoir pour rassurer Washington. Ensuite, cela pourrait être au tour d'Albert Yuma, dit une source. Voilà. Là, j'ai fait tout simplement la lecture sans faire l'analyse
sur les contenus de cet article. Venons-en maintenant au procès lui-même qui a repris sans le juge Yanni, à qui nous présentons, à la famille de qui nous présentons nos condoléances le plus attristées. Ça fait mal de perdre un monsieur qui faisait tout simplement son travail. Si réellement il a été empoisonné dans les cadres de son travail, c'est vraiment à déplorer, mais nous nous disons l'enquête continue sur l'empoisonnement et l'autopsie même va continuer parce qu'on peut être empoisonné aussi pour d'autres raisons. Le procès s'est ouvert encore hier, mais la particularité d'hier, c'est quoi? Les témoins étaient venus. Ces témoins avaient des choses à dire. Il y a notamment Bitakwira, Justin Bitakwira, ancien ministre du ministère du Développement rural. Il y a M. Saloum, je crois, les directeurs AI de la direction des marchés publics, qui étaient venus aussi. Les témoignages de ces deux messieurs sur cette affaire a éclairé de manière, j'allais dire définitive, à moins qu'il y ait un nouveau développement, l'opinion sur les conditions dans lesquelles le marché était passé. Pour ne pas aller très loin, il est clair au dire de Bitakwira et des directeurs de la direction des marchés que la loi en la matière n'a pas été respectée. Pourquoi? Parce que le monsieur a dit que le contrat qui a permis à ces marchés d'être conclus était irrégulier. C'est-à-dire que ça n'a pas suivi la règle. Ce n'est pas conforme à la règle. Bitakwira est celui qui a ouvert l'opinion, qui a ouvert les yeux de l'opinion sur cette affaire. Il reconnaît qu'il avait tenté d'obtenir la conclusion de ces marchés, donc la permission, l'autorisation au niveau du ministère des Finances que le projet soit financé, mais cela a été récusé au motif que ce n'était pas conforme à la règle. Maintenant, plus tard, quand le gouvernement, quand plutôt il y a eu élection, le président Félix Tshisekedi a pris les pouvoirs, M. Vital Kamerhe est nommé directeur des cabinets, il est responsabilisé avec d'autres pour assurer le suivi des 100 jours. L'argent va sortir. Mais cet argent va sortir avant même que le fameux contrat, bien l'avenant, qui est irrégulier, n'ait été approuvé par la direction de marché, des prestations de marché. La question fondamentale reste, qui a donné l'ordre que l'argent soit donné, transféré dans les comptes de M. Jamal, alors que l'approbation du fameux contrat irrégulier ou avenant n'était pas encore faite. Parce que l'argent est sorti au mois de mars, mais l'approbation est venue donc au mois d'avril. Qui avait donné l'ordre? Au ministère des Finances.
au ministre d'abord du budget, des finances et à la Banque centrale de verser l'argent dans les comptes de M. Jamal. Là, déjà, sur le plan de la règle, il y a une entorse. C'est déjà condamnable. Ça, c'est déjà condamnable. Le fait que l'argent soit sorti avant même la due autorisation. Maintenant, le deuxième point que nous voulons aborder, c'est le point des transferts d'argent. Les 30 millions récupérés au niveau de Robank et qui a pris destination Beyrouth, au Liban, pays d'origine de M. Jamal. Cet argent a été récupéré en espèces, donc liquide, des billets. Cet argent a pris la direction de Beyrouth. Maintenant, vous allez vous souvenir pourquoi le procureur posait la question à M. Jamal dans l'autre audience en disant « Explique-nous un peu comment l'argent a quitté la RDC pour aller à Istanbul, donc en Turquie, où se trouve la compagnie qui fabrique les maisons là. » M. Jamal, en réponse, avait brandi tout simplement l'invoice, qui est la facture de la compagnie, qui est en Turquie. Mais le procureur insistait qu'il montre la trace, comment l'argent a quitté la RDC pour aller là-bas. M. Jamal s'est contenté de dire que je suis homme d'affaires, j'ai des compagnies ici, au Liban, et j'ai des comptes ici au Liban et partout. Donc, il n'a pas pu dire que l'argent a quitté les comptes où il était logé à Robank pour aller directement à Istanbul. Pas tout l'argent, une partie oui, pas tout. Donc 30 millions étaient retirés. Maintenant, comment cet argent, parce que 30 millions de dollars, c'est tout un colis, hein? Je ne sais pas, je cherchais comment je voulais avoir une idée si combien ça va peser, mais je n'ai pas pu. C'est un colis. Donc, personne, selon la loi, ne peut quitter les territoires congolais avec un tel montant en espèces. 30, nous ne parlons pas de 500 000, nous, pas de 100 000, de 30 millions de dollars. Un des fils de Jamal a retiré cet argent et il est parti avec au Liban. La question fondamentale reste, comment cet argent a quitté Congo? Parce que à l'aéroport là, on fouille les gens. Au niveau de chaque frontière, il y a des fouilles. Il y a l'ANER, il y a la DGM qui travaille. Comment cet argent a pu quitter le Congo? Qui avait protégé les Libanais qui a transporté cet argent en espèces? Qui avait donné l'ordre qu'on ne le fouille pas? Il doit y avoir quelqu'un qui avait donné l'ordre que ce monsieur-là ne soit pas fouillé. Ou alors, si quelqu'un n'avait pas donné l'ordre, qui, au niveau de l'immigration et de tous les services de sécurité au niveau des frontières, était corrompu pour laisser passer un tel montant quitter le territoire national? Parce que on doit savoir quand on voit quelqu'un avec un tel montant.
il y a le système bancaire international. C'était facile de demander à Robank de transférer cet argent, directement à Istanbul, ou bien même de transférer l'argent à Beyrouth dans un compte. Pourquoi on n'a pas voulu faire les transferts bancaires? Parce que quand on fait les transferts bancaires, ça permet au service de voir la traçabilité, ça permet aux États de savoir combien de capitaux financiers sont en circulation dans le monde. Donc, le fait que cet argent, à un moment donné, avait échappé au circuit bancaire, c'est déjà là ce qu'on appelle la mafia, quelque part. Parce que la mafia prend de l'argent dans une activité criminelle, va plonger cela dans une activité normale, et ça devient de l'argent qui circule dans le circuit normal, c'est le blanchiment. Mais le contraire aussi est vrai. On peut sortir l'argent d'un circuit bancaire pour aller financer des activités criminelles. Et là, on évite d'utiliser les circuits bancaires. L'argent s'est retrouvé au Liban. L'autre question est celle-ci. Comment est-ce que le procureur, il pouvait savoir que l'argent est sorti, a été retiré de Robank? Ça, il n'y a pas de doute, parce qu'il y a des traces. Quand vous venez retirer, faire les retraits, il y a un bordereau de retrait. Il y a des documents qui prouvent que vous avez retiré de l'argent. Et puis, il y a ce qu'on appelle aussi, on peut venir demander l'état de votre compte. On peut voir dans les systèmes que voilà, vous avez retiré autant d'argent à telle date. Mais avant que je ne réponde à cette question, je vais vous rafraîchir la mémoire en disant, les procureurs en insistant que Jamal leur dise comment l'argent est allé là-bas, et Jamal n'a pas su répondre, les procureurs étaient informés. Ils avaient des pièces. Parce que dans ces procès, donc la République, disons la République, la partie civile, est en train de poser des questions sur base des informations qu'ils ont déjà. Mais ils posent des questions aux prévenus pour vérifier si leur déclaration devant le tribunal sera conforme soit à leur déclaration qu'ils avaient faite lors de l'audition devant les magistrats, ou soit sur base des informations additionnelles qu'ils ont obtenues. Maintenant, je reviens à ce que je disais. C'est vrai qu'ils pouvaient savoir que l'argent est sorti. Mais comment ils ont su que l'argent est allé au Liban? Et ils citent même les noms de la compagnie qui se trouve au Liban où l'argent est parti. Cela relève d'un travail de renseignement de haut niveau. Parce qu'à partir du moment où on sort l'argent de Robank, l'argent quitte le circuit bancaire, le reste devient ténébreux. Comment vous saurez que quelqu'un est parti avec l'argent? Et même s'il a quitté comment vous allez savoir qu'il est allé au Liban? Et même si vous saurez qu'il est allé au Liban, parce que vous pouvez vérifier au niveau des compagnies aériennes, au niveau de l'immigration d'abord, on peut voir que le passeport de tel monsieur, non, il a quitté le territoire congolais, c'est lui qui avait retiré de l'argent
à Robenk, il est allé au Liban. Mais comment pouvait-on savoir que l'argent se trouve dans tel compte au Liban? Tout ça, ça relève d'un travail de renseignement de haut niveau qui ne se limite pas au Congo. Ce n'est pas seulement l'ANR qui a fait ce travail, c'est un travail fait en collaboration entre les services de renseignement congolais et les services de renseignement étrangers. Et ici, je peux parler, c'est pour cela que je disais hier, d'Israël et des États-Unis. J'avais fait un commentaire. Dans mes émissions passées, j'avais parlé d'Israël et des États-Unis. Toutes les banques qui sont au Congo, d'ailleurs, toutes les banques à travers le monde sont sous surveillance. Pourquoi? Parce que l'argent, c'est une trace très importante dans les renseignements. Si je veux savoir où se trouvent tes intérêts, quelles sont les activités qui te sont importantes, aujourd'hui, je peux seulement regarder tes dépenses et déterminer quelles sont tes priorités, qu'est-ce que tu fais. Je peux regarder les transferts d'argent que tu fais. À partir de l'argent, l'argent c'est une piste importante pour les services de renseignement. Je ne sais pas, mais je spécule. Et ça peut être vrai. Tout comme ça ne peut pas être vrai. Pendant ces procès, durant la tenue de ces procès, M. Robert O'Brien, qui est le patron des National Service and Security Agency aux États-Unis, en fait, qui est le conseiller spécial en matière de sécurité du président Donald Trump, le président américain, avait pris son téléphone et il a appelé le président congolais Félix Tshisekedi. Ça est dans la presse, je n'invente rien et j'en avais parlé. Mais la presse va rapporter selon les tweets de ces messieurs qu'ils ont parlé de Covid. Mais j'avais dit, excusez-moi, quand vous regardez le travail, la fonction de ces messieurs, vous vous posez la question, oui, ils peuvent parler de Covid, mais lui, c'est un monsieur qui s'occupe de la sécurité. C'est le monsieur qui conseille le président américain concernant la sécurité des États-Unis. En tout cas, ça ne relève pas de son portefeuille de parler de Covid avec un chef d'État d'un pays étranger. Il y a un secrétaire d'État à la santé aux États-Unis. Il y a un ambassadeur américain au Congo. Le fait que c'était une communication directe entre le président congolais et ces hauts responsables du président américain en matière de sécurité, cela dénote de la délicatesse de l'entretien. Il ne pouvait pas ne pas parler de la sécurité. Je mets ça de côté. Deuxième point. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, 2 semaines après, il va parler avec le président congolais au téléphone. De quoi il parle? Des secteurs de coopération possibles, l'agriculture, machin, mais aussi de la défense et de la sécurité.
Et au cours de cet entretien, je l'avais dit, le président Félix Tshisekedi est invité à Jérusalem aussitôt que le coronavirus sera fini. Maintenant, j'en viens à l'article. L'article dit que l'ombre de Washington plane sur ce procès. Mais avant qu'on en arrive là, parce que ça c'est un journal, ça peut avoir une tendance et utiliser des termes parfois pas appropriés. Mais écoutez ce que dit le département d'État, le bureau Afrique du département d'État. Parce que quand vous entrez dans le website du département d'État, dans le bureau Afrique, bureau Affaires Afrique, vous avez une rubrique où on parle de chaque pays. On donne les grandes lignes de coopération entre les États-Unis et chaque pays du monde, de l'Afrique plutôt. Je vais vous lire, c'est en anglais. Je vais vous lire un petit extrait, vous allez comprendre. US Democratic Republic of the Congo relations. US relations with the Democratic Republic of the Congo, DRC, led by the State Department Bureau of African Affairs are deep and long-standing. Tout simplement, ça veut dire, en bref, que les relations entre les États-Unis et la RDC sont conduites par le département du bureau Affaires Afrique et ces relations sont profondes et de longue date. Ils ajoutent, US foreign policy is focused on supporting the DRC government in its effort to combat corruption, uphold democratic processes and effective governance, promote stability and peace within the country and with its neighbors, improve security and justice institutions to strengthen state authority, ensure accountability for human rights abuses and violations. Je m'arrête là. Ce sont là les grands axes qui déterminent les relations entre les États-Unis et le Congo. Je vais traduire. Ils disent que la politique étrangère des États-Unis est focalisée, donc les États-Unis avec la RDC, focalisée à soutenir le gouvernement congolais dans ses efforts à combattre la corruption. Et c'est le premier point de la coopération. Le premier point. Les relations. Combattre la corruption. Je l'ai dit dans notre émission, quand vous attendez combattre la corruption, vous vous posez la question, mais où est l'intérêt des États-Unis quand ils combattent la corruption au Congo? L'intérêt pour les États-Unis, c'est une question de sécurité des États-Unis. Pourquoi? Le terrorisme a un budget. Quand on veut poser des actes terroristes, ça se prépare, on met des gros moyens. Ce n'est pas seulement quelqu'un qui s'élève, qui va attaquer les États-Unis, non. Les organisations terroristes ont des moyens qu'ont certains États. Des moyens financiers, parce qu'ils mettent beaucoup d'argent. Des moyens militaires, parce qu'ils forment des gens comme des militaires. Les moyens de communication. Les moyens informatiques. Il faut voir la guerre en Syrie.
combien l'informatique a été utilisée, le hacking, le piratage. Parce qu'aujourd'hui, tous les États stockent leurs informations. Ce n'est plus dans des papiers. Mettre leur stratégie, ce n'est plus seulement écrit dans les papiers, mais dans les systèmes informatiques. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On peut voler vos informations par le piratage. Les Américains le font, les Chinois le font, les Iraniens, beaucoup de pays le font. Par exemple, votre plan de défense pour votre pays, quelqu'un est aux États-Unis, il peut voler le plan de défense des Chinois. La Chine, par exemple, quand elle donne les informations sur le financement de son armée, le budget, c'est toujours faux. Mais comment les Américains arrivent à savoir que non? Ils ont parlé de 10 milliards, mais en réalité, ils ont mis 30 milliards. Ça peut être par des individus, mais aussi par le piratage. Alors, pour les Américains, quand on parle de corruption, c'est-à-dire, vous voyez par exemple cet argent-là qui sort de l'aéroport de Kinshasa, je suppose que c'est sorti par là, peut-être de Beach Mobila, et les gars est allé prendre l'avion à Maya Brazzaville, c'est que je ne crois pas, parce que s'il doit aller à Maya, donc, il aura une double opération de corruption du côté de Kinshasa et de Brazzaville. Je pense qu'il ne va pas faire ça, affronter le contrôle du côté Kinshasa et aller aussi corrompre de l'autre. Non. Certainement, ça a été fait au niveau de l'aéroport de Kinshasa. Maintenant, l'agent qui a été corrompu, l'agent de l'immigration, ou bien l'autorité qui a donné l'ordre parce qu'on l'a corrompu, cet argent sort. Lui, il a eu l'argent, il va construire des maisons, il va envoyer les enfants à l'étudier en Europe, tout ça, il va prendre des femmes. Mais cet argent va au Liban pour aller financer des activités terroristes là-bas. Parce que hier, les juges, plutôt les procureurs, est sorti de ses réserves pour citer les blanchiments d'argent et le financement des activités terroristes. Pour que ces procureurs sachent cela, ça doit venir des systèmes de renseignement le plus puissant du monde, tels que les Mossad, les KGB, la CIA, j'en passe. C'est pour cela que je vous dis, je l'avais dit que ces procès, les gens regardent seulement. On a même donné le nom procès Kamere. Mais moi, je vous dis, c'est plus profond que sur la personne de Kamere. Et hier, vous avez vu combien les Libanais, là, il était... Non, le procès avant celui d'hier, il disait, mais qu'est-ce que vous voulez? J'ai amené les maisons préfabriquées, soit Dar es Salaam, à Matadi, machin, allez voir au Kachachi. Non, le problème, c'est pas ça. Même s'il construit aujourd'hui, il amène et il donne les clés, hein, au gouvernement congolais. La question fondamentale, pour nous, nous voulons qu'il construise. Parce que ça connaît les retards. Pourquoi ça connaît les retards? Parce qu'une bonne partie de l'argent était partie ailleurs. Qu'est-ce que cet argent est allé faire ailleurs? Et il y a un Congolais, quand j'avais écrit cela, il m'a dit non. Le problème, c'est que le Congo doit seulement attendre qu'on lui donne les maisons. C'est que à partir du moment où l'argent a quitté les comptes des trésors publics, a été donné à M. Djamal, ce n'est plus l'affaire du Congo de ce que M. Djamal va faire de l'argent. Non. Non. C'est pas vrai. On te donne l'argent pour aller acheter des clous à Lubumbashi. Parce que c'est ça, le terme du contrat. La raison, on te donne l'argent pour aller acheter des clous à Lubumbashi. Toi, tu prends cet argent,
Tu envoies ça à Libreville d'abord. Alors que les fournisseurs est à Lubumbashi, des clous. Qu'est-ce que l'argent va faire à Libreville? Le Congo a droit de savoir, est-ce que tu as envoyé l'argent à Lubumbashi? Parce qu'il se peut que tu peux utiliser cet argent-là pour aller tuer des gens à Libreville. Donc, celui qui t'a donné l'argent, il est en train de te financer sans savoir que tu es en train de tuer les gens à Libreville. Pour des raisons de sécurité, je répète encore, le Congo a droit de savoir où va l'argent qu'il donne aux gens qui veulent prester des services ou acheter des biens pour son compte. Ça relève de la sécurité du Congo et de la sécurité des autres États, peut-être qui sont des partenaires du Congo. Alors, je vous disais que ces deux hauts responsables, américains et israéliens, ont parlé avec le chef de l'État congolais pendant cette période de tenue de procès. Bon, avec ce titre, parce que c'est un journal belge maintenant qui parle, vous allez comprendre que ce que j'avais dit avant, que ce procès est suivi par les Américains. La corruption figure dans le cadre de la coopération parce que c'est une question de sécurité pour eux. Pourquoi? Au Liban, il y a Hezbollah. Les messieurs ici, les Libanais ici, il fait partie des Libanais qui travaillent pour Hezbollah. Je n'ai pas, je ne sais pas, j'évite de chercher. Attendez, je vais chercher ça. Je vais vous citer quelques compagnies au Congo. Qui travaillent pour les Hezbollah. J'espère retrouver cela. Je craignais que ça puisse. Attendez, oui. Bon, déjà, en 2019, au mois de décembre, le département d'État américain, US Treasury, non, qu'est-ce que je dis? Le département d'État, donc chargé du trésor, le trésor américain, avait désigné des Libanais basés au Congo, donc avait fait mention des activités des Libanais basés au Congo, qui faisaient les money laundry, donc le blanchiment d'argent pour le compte des Hezbollah au Congo. Donc, il y a un grand réseau au Congo et Hezbollah. C'est d'ailleurs le plus riche et le plus influent. Ils sont dans beaucoup de pays d'Afrique, ils sont en Amérique latine, ils sont même en Europe aussi. Mais en Afrique, les groupes de Libanais qui sont branchés à Hezbollah, le plus influent en Afrique, c'est au Congo, et le plus riche. Et c'est une histoire qui date depuis l'époque de Mobutu. Vous avez suivi les cannes à faire, tout ça. C'était déjà branché à Hezbollah. Maintenant, vous avez des shops, des supermarchés tels qu'on appelle City Market. Ça y est là à Gombe, là. J'ai vu un à Gombe. C'est des histoires branchées à, comment ça s'appelle encore? Branchées à Hezbollah.
Il y a la banque Sophie Bank. Beaucoup de banques que vous voyez là-bas, c'est des banques qui sont là pour faire le blanchiment d'argent, mais aussi des banques qui sont liées au financement des Hezbollah, lesquels Hezbollah menacent l'Israël, travaillent pour l'Iran. Iran qui est en conflit avec les États-Unis et Israël. Je suis clair avec vous? Donc, c'est des histoires qui datent depuis très longtemps au Congo, des activités qui sont là. Vous voyez ces Libanais-là. Comment, même pour aller, nous avons des Congolais qui vont en Turquie, qui font des affaires. Donc, pour aller seulement faire la commande, acheter ces maisons-là, il faut un Libanais, un vieux Libanais. On ne peut pas donner ces marchés-là à un Congolais. Et la dite compagnie des Libanais, parmi ces compagnies, il y a des compagnies qu'il a créées juste en 2018, d'autres en 2019. Ce que M. Jamal fait là, il n'y a pas de Congolais qui peuvent faire ça. On leur donne l'argent du gouvernement, ils vont acheter les maisons préfabriquées, on prend les ingénieurs congolais, on les met ensemble, parce qu'il s'agit de maisons préfabriquées, on vient monter. Pourquoi on a donné à ces Libanais, et même de manière irrégulière? Alors, par rapport à cette dimension internationale que prend ce procès, plutôt blanchiment d'argent et financement du terrorisme, et parce que le président de la République, le journal dit que le président, les États-Unis ont mis la pression sur lui. Non, c'est dans le cadre des relations normales entre les États-Unis et la RDC. Ce sont les présidents, dans le cadre de ce qu'on appelait partenariat stratégique, vous vous en souviendrez, il était décidé, on doit combattre la corruption. Le président s'est engagé aussi à combattre le terrorisme. Pourquoi? Parce que ça menace aussi la RDC. Vous savez, avant les élections, les intérêts américains au Congo étaient menacés par des mouvements terroristes. Les Marines avaient traversé pour protéger les intérêts américains et des citoyens américains. Ce n'est pas de la magie, c'est des choses vraies. Vous et moi, nous les connaissons. Voilà pourquoi ce procès va aller jusqu'au bout. Et ici, je me souviens, vous avez suivi hier certainement, Vital a dit quoi? À un moment donné, il a dit, non, ma vie est en danger. En fait, voilà mon analyse est celle-ci. Les Congolais qui sont tombés dans la corruption, parce qu'il y a eu corruption, et il y a eu détournement. Détournement, pour que je vienne d'abord, détournement, c'est quoi? On te dit, va acheter les carreaux. Non, toi tu viens, tu dis, je veux qu'on achète des carreaux parce qu'on doit faire ça. On te donne l'argent. Tu vas là-bas, tu achètes des clous pour la même maison. C'est un détournement. Tu as détourné l'argent de l'objectif pour lequel cet argent était décaissé. C'est un détournement. Les gens pensent que quand on dit détournement, ça veut dire que, c'est-à-dire les 47, 57 millions sont allés dans la poche de quelqu'un. Non, non. Les détournements, bon, oh non, tozana maïté, tozana maïté, bonbon a mayango, yoke osombi mapa. Tena koma ikuna, na monike, na chargé idée na sombi mapa.
détournement. Même si les MAPA et les mailles, ça devrait aller dans le même estomac, c'est le détournement. Il n'y a pas de doute. À ce niveau de procès, nous pouvons dire qu'il y a eu détournement. L'argent au Liban est allé faire quoi? Une activité autre que celle pour laquelle autre que pour celle et l'argent était sorti. Et qu'on finançait Maramusukuna. Quand ça une activité, allez, va récupérer ma bénéfice. Maintenant, on prend cet argent, on envoie en Turquie, et puis on envoie des histoires. Et puis vous commencez, non, 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 les histoires sont déjà arrivées. Mais arrivé, est-ce que c'est arrivé à la date prévue? Tout ce temps ici, mon et Kendagouad. Parce qu'on n'a pas donné cet argent comme un prêt à M. Jamal pour qu'il ne multiplie un bénéfice. Non, on lui a donné pour somba. Maintenant, quand toi tu détournes ça et qu'il y a un défenseur sur le Liban, la banque Lambert, sur le terrorisme, sur l'argent, le Congo ne t'a pas donné ça. Pour ça. Donc, il y a, à ce niveau ici, il y a eu un détournement des gens. Maintenant, qu'est-ce que je vais expliquer ici? Il y a des Congolais qui sont tombés dans cette affaire, ils ne comprennent pas. Mais ils ne savaient pas que l'opérateur économique auquel ils avaient fait appel est impliqué dans d'autres activités. Ou bien ils savaient, ou bien ils ne savaient pas. Or, les types, ils sont surveillés. Les Américains donnent de l'argent, comme on a dit dans cet article. Mais qui vous dit que cet argent qu'on a pris, peut-être qu'on a pris ça, maintenant c'est une partie, vous allez utiliser ça contre les intérêts américains au Liban. Parce que les Hezbollah menacent même les intérêts américains. À part quoi? À part l'Israël. L'Arabie Saoudite ne s'entend pas avec les Hezbollah. Vous avez appris que les installations pétrolières de l'Arabie Saoudite étaient bombardées à partir de Yémen par des mouvements soutenus par l'Iran. En Syrie, les Hezbollah sont allés là-bas combattre en faveur du régime syrien. Donc, il y a un COP. Mais vous avez battu COP wana, bateau ba yeli COP wana, on va impliquer dans ma camni. Ah. Si pour nous, des Congolais, ce n'est pas grave, mais pour les autres, c'est très grave. Tu es impliqué dans une activité criminelle. Et hier, on disait, les juges disaient cela, c'est une activité criminelle. Il y a un bagé aux euros, on a empoisonné les juges. À cause de la gravité de cette affaire, attends, Bobomi juge, un autre va venir. Avec des consignes d'être sérieux dans cette affaire. Bon, là j'ai dit, je voulais relever un peu cet aspect-là. Les documents là, je l'ai déjà sous les yeux, mais je ne retrouve pas la page où tout... parce que M. Jamal était d'abord en Guinée Conakry avant de venir au Congo. C'est quelqu'un qui est sur le continent africain depuis très longtemps. C'est pour cela que vous voyez, il disait, ah, lui savait où est-ce qu'on veut l'amener. Il y a yebagi basi batimbelinga na makambuya terrorisme. Alors Yo Massaro, mais tu ne sais pas dans quoi est-ce qu'il est impliqué. Et le régime Kabila, je dis bien le régime Kabila, a beaucoup travaillé avec des Libanais qui étaient impliqués dans le blanchiment d'argent et financement. Tout ce building-là, ce n'est pas pour développer le Congo, parce que s'ils voulaient développer, infrastructure il y a bien, hein, école, building wana, mais maman et monsieur à côté là. C'est un mouroir.
bazotelemisa babuilding eza bablanchiment ya mbongo baye batongi bongo mpona recouvrir ale babeni bambongo. À un moment donné, on commençait à construire la descendre à babuilding. Je vous avais dit que ezali na cadre ya makambo ya blanchiment ya mbongo. Baboma ba trace. Bon, bozela nano, bokanga mutema toujours moi break natala ba compagnie ngo wana so na monango. Oh, quand tu vas acheter des histoires, yozo ebate nzoko zo participe, ozo financer prix l'activité na quel city market na sombaki bilo avolia, c'est bien. C'est pour cela que j'avais dit à un ami pasteur na bino ba église ezebela na Congo. Bozaka ka otoza na compte na soki na Robank, otoza na compte na banque, ba banque on bomitu na réserve ya banani. Vous êtes chrétien. Beaucoup ça la banque vous pouvez avoir votre propre banque. L'église au lieu que beaucoup n'otika bambongo na banque ba libanais ils ont financé l'activité ils ont boma ba chrétien mususu ils ont boma ba yuda hein parce que la Bible balobi que ba chrétien faut pas pambola Israël. Ça c'est dans la Bible. Vous voyez par City Market qui appartient à la famille Hamad Salah. Vous avez aussi attendez. Cette famille-là, vous avez aussi les Selis Hakim, Hassan Bassam, hein, qui ont des connexions très fortes avec la Shia, qui est une tendance islamiste, mais qui est branchée à Hezbollah. Ce ne sont pas tous les chiites qui sont branchés à Hezbollah. La banque congolaise, ce qu'on appelle banque congolaise, vous avez connu le monsieur Alfred Yagui, qu'on avait arrêté. Hein? Tous ces gens-là sont branchés. Oh, voyez, ma Sombi Bank. Hein? Vous avez battu une docabozali pour financer l'opération. Il y a terrorisme et puis ça participe dans le blanchiment en bon. Il y a une autre famille qu'on appelle Hamad Ali Hamad. Ils étaient connus vers les années 80 comme des rois de Kinshasa. Hein? Ils avaient des activités à Kinshasa et en Sierra Leone. Et ça, c'est selon les services secrets belges. Hein? Il y avait une autre famille très proche à l'époque de Mobutu. Nazim Ahmad. Hein? Et puis les Aziz Nassour. C'était des grands acheteurs de diamants au Congo. Monsieur Aziz Nassour était même condamné en Belgique en 2004 parce qu'il va coûter un blanchiment à bon. La famille a battu à Congo Futur, les Tajedine Family, hein? Les Kassim. Donc, tous ces gens-là, je parlais avec quelqu'un qui est marié à un Libanais, qui a même été au Liban, à El Singabi. 90% des Libanais qui ont le commerce au Congo, c'est de membres de Hezbollah. Pas tous, mais 90%. Et les documents que j'ai sous les yeux, qui est un document écrit par un chercheur, M. Dan Levy, qui appartient à un centre contre le terrorisme
à Tel Aviv, ezolobela makambo nyonso wana. Maintenant, le conseil ya Congolais a Monica Gambongo, bien que ici bango c'est irrégulier la venate, bo tcheka mutu. Ah, bo samba. Hein? Ne rendez pas le procès politique. Bo samba. Parce que entre les États, ce sont des intérêts en politique, les intérêts comptent. Donc le président de la République ne peut pas compromettre, mettre en jeu les relations entre les États-Unis et la RDC pour le moment, parce que Balingi va défendre Moutoumoko à Kene Kokota Makamba Libanais. Non! Nous avons besoin des États-Unis. Et les États-Unis ont besoin de nous. Donc, ma relation a raté pour Moutou. Non, non, yo samba. Et surtout qu'on trouve que Libanais n'a pas si don. Même si besoin quitter. Mais qu'est-ce qui pousse ces vieux Libanais à donner des dons à une jeune fille congolaise? Kakamote Mamalam. La proximité entre Massaro et ces Libanais. Donc, comme Baninga, bon, procès ont continué à t'envoyer. Alors, je vais prendre quelques questions. Un homme a commenté. Je ne saurais pas prendre toutes les questions, je m'excuse. Je prends d'ailleurs, je trouve un commentaire intéressant. MP Ali Maréchal Moukaïdi, l'islam est contre le terrorisme, mon grand frère, je sais ce que je dis. Oui, l'islam en tant que religion n'a rien à voir avec le terrorisme. Il ne faut pas confondre les choses. Mais les gens font le terrorisme au nom de l'islam. C'est comme les gens faisaient aussi ils font beaucoup de mauvaises choses au nom du christianisme. Moi, j'ai des amis musulmans. Ils te disent, mais c'est malheureux que ces gens-là font des histoires. Ils tuent les gens, après écrit Halakbar. Ils disent, ça n'a rien à voir avec l'islam. Merci beaucoup, MP. Ali Marshall. C'est très important. Il y a des pays musulmans qui combattent les mouvements terroristes. Il y en a beaucoup d'ailleurs. Moudia Kakama dit bonjour assez. C'est toujours rassurant de t'entendre au Leki Café Nanga, grand chef. Merci beaucoup, ça me va tout droit au cœur. Lukelanga Mabele Kuna na Louisa. Lukelanga Mabele. Yoza Mokondia Mabele. Vous êtes Mokondia Mabele. Lukelanga Mabele Toko Solo. Allez. Michel Kambo Abe a dit il y a aussi Congo futur. C'est pour les Libanais. Oui. Je ne dis pas que toutes les activités des Libanais au Congo sont liées à Hezbollah. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Mais je dis la plupart. Et il faut établir de manière précise. Il ne faut pas seulement jeter l'anathème sur tout le monde. Non. Et tous les Libanais ne sont pas liés à Hezbollah. Parce qu'il y en a même au Liban qui sont contre Hezbollah. Nestor Mafoute dit bonjour Anglo-Congo depuis Bruxelles. Bonjour mon frère. Corneille Kambi dit quoi? Non, Corneille Kabambi Chipa te dit merci. Bien, merci. Merci beaucoup. Allez. Je cherche des commentaires pour tout ça. Maman Régine Tibango dit qu'est-ce que vous pensez du chapelet de Kamere? Il paraît que non, Kamere, c'est pour neutraliser les... Non, Kamere, c'est un catholique. Donc, il ne s'en cache pas, le port des chapelets. Donc, moi, je ne trouve aucun problème. En tout cas, je ne connais rien de ça. Desmond Toutou dit quelle lecture faites-vous sur la deuxième invitation? De qui? Il faut que je sache de qui. Attends. Non, tu ne précises pas.
J'imagine tu veux parler de Tambo Mwamba. La justice tient à ceux qui répondent. Qu'il a s'expliquer comment il a utilisé l'argent pour réfectionner la salle du congrès. Bon, le sort, ça c'est un peu le sort de vieux Jamal. Je pense qu'il est dans les mauvais draps, mais comme le procès continue, attendons voir, peut-être ses avocats feront le miracle. Bon, apparemment, il n'y a plus de... Nassir Lend dit l'argent était déjà parti et 100 jours ne signifie pas une année. Oui, je suis d'accord. 100 jours, bon, quand on dit 100 jours, ça ne veut pas dire strictement tout se fera dans 100 jours. Hein? Don Mundé qui dit votre réaction, s'il vous plaît, les grands analyseurs. Ma réaction sur quoi, Don Mundé? Il faut être précis, hein? Je ne saurais pas savoir ce que vous voulez dire si vous ne précisez pas. Guillet Bazana, je suis avec toi. Hein, j'avais parlé de papa avec son illustre compagnon Chebea. Donc, nous pensons qu'il faut que ce soit qu'on éclaircisse l'opinion sur les conditions, qui sont les vrais commanditaires de la mort de ces deux illustres Congolais. Allez. Bon, il n'y a pas de questions, c'est des slogans, Allez, je vous laisse. Hein. Il y a des gens qui s'ajoutent alors que je dois arrêter. Nestor Mafouta dit, au-delà de la recherche de faits fractionnels, ce procès nous montre un grand dysfonctionnement de l'État congolais, surtout la façon très légère qu'on gère les affaires de l'État. Oui, je suis d'accord. Parce que comment l'argent va sortir, la chaîne de dépenses dont on parle là, le ministère du budget, le ministère des Finances, la Banque centrale, vous n'avez pas un document valable et puis vous sortez l'argent. Dans d'autres pays, même si l'ordre vient de quelqu'un qui vous est supérieur, vous allez dire non. Pasteur Patience Punga Mabal dit, Mouzé, qui en veut au DG de la DGSM public? Je ne sais pas, lui n'a pas dit. Ce sont les gens, hein, certainement qui sont impliqués dans ces procès, qui lui en veulent. Mais j'apprécie le courage de ce Congolais qui a parlé. Voilà. Paulin Kanem a dit hier, la ligne de défense des Khmer était totalement désarticulée. Le ministère public était focalisé sur le fait qu'il n'existait pas de contrat. Il y a eu un problème dans ces procès. Quand on posait à M. Bahima, oui, la question de savoir qu'est-ce que M. Toumba, hein, comment, le ministre là, était parti faire à Matadi. Il ne voulait pas répondre. Il dit, moi je suis venu dans le cadre des griefs mentionnés ici. Mais le juge a dit non, nous sommes dans le pénal. Pendant que les procès se tiennent, l'instruction continue. Hein? Bon. Apparemment, ce monsieur-là voulait cacher beaucoup de choses pour protéger ce ministre-là, mais c'est difficile parce que le ministre aussi, il est entendu. Il a été entendu par des magistrats, donc. Voilà. Allez. Il y a encore 50 personnes qui se sont ajoutées pour poser des questions, non, et des commentaires. Je vous aime bien. Timothée Kazan dit votre réaction sur Kamere et Bitakwira. Bon, chacun a parlé. Je pense que Bitakwira est resté constant. Il a assumé ses signatures et
le responsable des marchés publics est venu renforcer la position de Bitakwira. Voilà. N'oubliez pas, cette affaire se déroule aussi dans un cadre de lutte entre les anciens, je ne pourrais pas en dire plus, les anciens de ceux qui étaient... Bitakwira était cadre à l'INC. Il est du Sud Kivu comme Vital Kamel. La seule chose que lui, il est à Baraka. Donc, c'était Mufulero, l'autre, c'était Mouchi. Mais, ils ont quelque part la même base électorale, quelque part. Et même le ministre Kangoudia, l'ancien ministre du budget, parce que quand Bitakwira était au ministère du développement rural, M. Kangoudia était ministre du budget. C'était un ancien de l'INC et puis un ami de Vital. Donc, il y a aussi cette dimension-là, mais aujourd'hui, moi, ça ne m'intéresse pas ça. Moi, je tenais, dans le cas de l'article que j'ai lu, si vous allez sur mon mur, ça m'a réjoui des choses que je disais bien avant. Voilà qu'il y a un journaliste belge qui a confirmé cela, que ce procès est bien suivi par Washington. Moi, j'ajoute même par Israël. Et dans une certaine mesure, même l'Arabie Saoudite. Bon, je vous laisse. Minamipenda sana. J'apprécie votre soutien. Si vous avez des idées à me proposer, proposez-moi. Mais je ne fais pas des analyses tous les jours, non. S'il n'y a pas matière à analyser, je ne fais pas parce que parfois pour analyser, il faut lire des documents, il faut rentrer dans l'histoire. Donc voilà. Je termine en disant continuons à prier pour notre pays. Continuons à prier pour les magistrats, les juges, tout ça. Vous avez entendu là, on a dit pays des juges. Oui, mais qui sont en train d'administrer la justice? C'est là, ce sont des juges, non? S'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de pays. Or, quand nous parlons des histoires de corruption avec des Libanais, aïe, aïe, aïe. Je peux vous dire que les gens de FCC, pendant 18 ans, ils n'ont fait que ça. Donc, Sinego Zalamoulaï, prions pour notre pays, prions pour les juges, prions pour les hommes de bonne foi, ceux qui veulent, prions pour le président de la République, même pour les Américains, dans les efforts pour combattre la corruption, parce qu'il y a des Bomimbo Kawana. Prions pour les membres du gouvernement. Prions pour la population, qu'elle prenne conscience de ses droits. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Munga mibariki sana. Bye bye.